Bonsoir à tous et bienvenue. Je vous propose de démarrer parce que nous avons tous hâte d'ouvrir grand nos oreilles. Mesdames, Messieurs, les administrateurs de la Fondation, Monsieur le Sénateur, chers amis, je suis très heureux de vous accueillir ici ce soir dans l'auditorium de la Fondation François Sommer sous le regard bienveillant de Jacqueline et de François. François, pionnier de l'écologie et de la chasse moderne et responsable, héros de guerre, entrepreneur social, dont nous commémorons cette année le 50e anniversaire de la disparition, ainsi que le 30e anniversaire de celle de son épouse, Jacqueline. Bienvenue à notre intervenant de ce soir, le bioacousticien Nicolas Madevon, lauréat du prix François Sommer Homme Nature 2022. Ce prix, qui a été créé en 2012, doté d'un montant de 50 000 €, récompense tous les 2 ans un scientifique ou une équipe de scientifiques de dimension internationale dont les travaux de recherche pluridisciplinaires présentent des perspectives innovantes et prometteuses en matière de relations entre l'homme et la nature, de relations vertueuses, devrais-je préciser, entre l'homme et la nature. Merci à vous tous d'être avec nous si nombreux pour cette 2e édition de notre nouveau cycle de rencontres-débats organisé par la Fondation, laquelle contribue depuis bientôt 60 ans, fidèle à sa vocation, au dialogue constructif entre les différents acteurs de la défense de l'environnement, qu'ils soient chasseurs, naturalistes, scientifiques, artistes, écologistes ou intellectuels, au-delà des polémiques. En cela, nous poursuivons les missions assignées par nos fondateurs qui souhaitaient faire de cette institution, au carrefour des sciences du vivant, de l'art et de la conservation de la nature, un lieu de rencontre, de débat, de partage de la connaissance autour des questions qui interrogent le rapport de l'homme à son environnement. Je tiens à vous rappeler les objectifs de ce cycle de rencontres Homme-Nature. Tout d'abord, il s'agit de partager le savoir sur des thématiques environnementales d'actualité, d'échanger et de débattre en utilisant cet auditorium comme un lieu d'échange entre scientifiques, spécialistes de l'environnement et tous les usagers de la nature. Il s'agit ensuite de valoriser non seulement les projets de mécénat scientifique soutenus par la Fondation et suivis par son pôle nature, mais aussi, voire surtout, de mettre à l'honneur les porteurs de ces projets et nos lauréats. Je tiens encore à les en remercier et aussi à les féliciter. Il s'agit enfin de s'adresser à un large public que vous représentez parfaitement ce soir, étudiants, universitaires, chercheurs, sur des thématiques nature, environnement, biologie, agriculture, sylviculture, élus, professionnels publics et privés proches de ces thématiques, représentants d'administrations, de ministères, publics sensibilisés à ces questions, et enfin journalistes, experts, ou encore, et surtout, bénévoles et acteurs de terrain. Avant de conclure, je tiens particulièrement à remercier les équipes du pôle nature et de la communication de la Fondation, en ayant une pensée toute particulière pour notre directeur de la communication qui a largement œuvré au succès, je l'espère, de cette soirée et qui est au fond de son lit aujourd'hui. Et toutes ces équipes ont parfaitement œuvré à l'organisation de cette soirée. Je cède maintenant la parole à Loïc Mangin, que je remercie de sa présence, rédacteur en chef adjoint du magazine Pour la Science, qui animera notre rencontre consacrée aux voix de la nature, comment la bioacoustique révèle la sophistication des communications animales. Je vous souhaite une bonne soirée et ouvrez grand vos oreilles. Donc bonsoir à tous, merci d'être là si nombreux en fait, à avoir préféré cette salle à une terrasse ensoleillée, donc c'est plutôt une bonne idée. Je vais commencer par vous raconter une petite anecdote. On est en 2016, on a la Fondation Cartier pour l'art contemporain. Et une exposition vient tout juste de débuter, c'est le vernissage. Et je discute avec un certain Bernard Krause. Ça vous dit peut-être rien, sauf si vous avez lu ce livre.
Donc c'est malgré tout un personnage assez étonnant, puisqu'il, dans les années 60, 70, il a collaboré avec les Doors, Stevie Wonder, George Harrison par exemple. Il a aussi participé à des musiques de films, Rosemary's Baby, Apocalypse Now, pas l'air qu'accompagne les hélicoptères, les autres. Et à partir de 79, il s'est penché vers toute autre chose, à savoir l'enregistrement et le stockage, même s'il a eu des soucis plus tard, des paysages sonores. Un exemple qu'il m'a raconté, ça se passe dans la Sierra Nevada. Une société forestière prétend faire une coupe sélective dans une forêt et affirme qu'à l'œil nu, on ne verra rien. Les habitants ne verront que du feu, tout sera comme avant. Et en fait, Bernie Krause, de son petit nom Bernie, a enregistré cette forêt avant et après. Et en comparant les deux enregistrements, en fait, le constat s'imposait brutalement. La densité et le nombre d'oiseaux avaient chuté drastiquement. Ceci pourquoi ? Pour vous montrer que le son, en fait, est une merveilleuse porte d'entrée pour étudier le vivant. Et ça tombe bien, ce soir, donc, cette étude du vivant à travers le son s'appelle la bioacoustique. Et ce soir, nous avons donc un de ses plus éminents praticiens et théoriciens. Si, j'insiste. Donc Nicolas Matevon, il vous a été présenté. Juste quelques titres piochés dans son long CV. Je ne vais pas tous les faire, ce sera un peu long. Donc professeur à l'Université de Saint-Étienne, membre senior de l'Institut universitaire de France, président de l'International Bioacoustic Society, explorateur pour la National Geographic Society, etc., etc., etc. Et donc par ses travaux, internationalement reconnus, il s'attache à montrer depuis plus de 30 ans que le langage des animaux n'est vraiment pas aussi simple qu'on pouvait l'imaginer. C'est d'une complexité folle. Et en fait, il le raconte dans ce livre, Les animaux parlent, sachons les écouter, qui est paru en 2021 aux éditions Humaine Science. Et par une jolie boucle, l'édition américaine va sortir fin juin, le 23, aux presses universitaires de Princeton. Et la préface sera signée, j'espère qu'il l'a déjà écrite, Bernie Krause. Dans ce livre, on suit Nicolas Matevon à travers le monde entier, la France au Mozambique, on reviendra tout à l'heure sur le Mozambique, du Canada au Brésil, en passant par la Norvège. Et donc, il pose partout ses magnétophones et ses haut-parleurs. On verra que c'est un peu le roi du playback, en fait. L'essentiel de ses activités, c'est de faire du playback pour leurrer, en quelque sorte, un petit peu les animaux. C'est parfois dans des conditions un tout petit peu rocambolesques et même périlleuses. Je vous laisse imaginer... On vous demande d'aller placer des micros dans le nid de crocodile. Je ne sais pas si... Bon, imaginez, simplement. Et donc le plus simple, voilà, ça va être de le laisser parler, de nous raconter un petit peu tous ses travaux, son activité, ses projets également. Et donc vous l'avez peut-être vu sur les diapositives qui ont précédé le début de cette conférence, mais malgré tout, je vous rappelle un petit peu le déroulé de cette soirée. Donc la conférence va durer à peu près 45-50 minutes, j'espère. 2 heures. 2 heures. Après, nous prendrons un petit temps, lui et moi, pour discuter ensemble. Et après, comme toute communication animale, la parole sera à vous. Donc, je vous en prie, Nicolas, à vous de jouer. Merci beaucoup. Je crois que je vais me lever, parce que vous savez, je suis professeur, moi, alors j'ai l'habitude de donner mes cours en bougeant, alors je ne vais pas rompre avec cette invitation. Bon, d'abord, je voudrais remercier la Fondation Sommer, évidemment, qui rend toute cette soirée possible. Merci à vous aussi d'être venus. J'aime beaucoup donner des conférences, donc c'est avec plaisir que je donne celle-ci. Je vais essayer de ne pas être trop long. Et en préambule, je voudrais dire, parce qu'on parle beaucoup de moi, c'est quand même tout ce que vous allez entendre ce soir, ça n'aurait pas pu être réalisé sans tout un tas de gens avec qui j'ai travaillé, mes étudiants, mes collègues, pour beaucoup sont des amis, parce que quand on est sur le terrain, on partage beaucoup de choses. Voilà, donc je ne suis pas toujours au centre sous la lumière, si vous voulez. Bon, alors, rentrons dans le vif du sujet. Alors, je vais vous faire un peu voyager aujourd'hui, puisque la bioacoustique,
C'est un domaine très très vaste, un domaine pluridisciplinaire très vaste. Donc j'ai fait des choix, évidemment. J'ai fait des choix et je vais vous faire voyager en étudiant quelques exemples. Alors, le premier exemple, il y en a dans la salle qui le connaissent déjà, donc ils réviseront un petit peu. Et puis après, il y a d'autres choses plus nouvelles. D'abord, la bioacoustique, qu'est-ce que c'est? La bioacoustique, c'est l'étude des communications sonores animales et humaines. Dans bioacoustique, il y a biologie et acoustique, hein, donc de la biologie et de la physique. Et dans le règne animal, il y a un certain nombre d'espèces animales qui vont communiquer par des sons. Alors là, c'est des exemples chez les oiseaux, les mammifères, les amphibiens, mais on a aussi des poissons qui communiquent par des sons. Et puis évidemment, on a pas mal de groupes d'insectes aussi qui utilisent les sons. Alors, le principe d'une communication animale, il est résumé dans ce schéma assez simple ici, qui montre que dans toute communication animale, on a un individu émetteur dont le travail est de fabriquer un signal et de coder de l'information dedans. Ce signal est ensuite se propage dans l'environnement, et l'information qu'il contient, en principe, va un petit peu être abîmée parce que le signal, au cours de sa propagation, souvent, il est dégradé. Il n'arrive pas exactement dans le même état que son état initial. Et quand il arrive ici, à ce niveau-là, il arrive au niveau d'un animal, d'un individu récepteur, dont le travail va être de décoder l'information contenue dans le signal. Et ça, c'est ce qu'on appelle la chaîne de transmission de l'information. C'est le schéma de base de toute communication animale. En principe, dans la nature, les choses sont plus compliquées. C'est-à-dire qu'en principe, on a un ensemble d'individus émetteurs et d'individus récepteurs, pouvant être tour à tour d'ailleurs émetteurs et récepteurs. Mais c'est un bon schéma à garder en tête quand on étudie les communications animales. Alors voilà l'exemple mythique que je présente tout le temps, parce qu'il est très, très démonstratif pour illustrer la manière dont on peut procéder pour décrypter un langage, n'ayons pas peur des mots, animal. Donc ce petit oiseau, c'est une fauvette qui vit dans la forêt atlantique, là, au Brésil, et elle chante de cette manière-là. Voilà, alors là, vous avez sous les yeux un spectrogramme, ça se lit un peu comme une portée musicale, avec le temps et les fréquences. On part avec des notes aiguës, et on descend, vous l'avez entendu, vers des notes qui vont de plus en plus graves. Cet oiseau, il a un petit problème, c'est que c'est un oiseau territorial, donc les mâles chantent, ils défendent des territoires qui font jusqu'à 100 mètres de diamètre, et quand on enregistre leur chant après 100 mètres de propagation, voici ce qu'il en reste. Alors évidemment, le signal est plus faible, ça étonne personne, on sait tous qu'après 100 mètres, le signal va être plus faible, mais en plus, on en a perdu la moitié, vous voyez, parce que toutes les notes aiguës ont été absorbées par la végétation. Et donc la question qu'on s'est posée, quand on est arrivé dans cette forêt atlantique, qu'on a commencé à travailler avec cet oiseau, c'est finalement comment cette communication à longue distance est possible malgré cette contrainte. Et pour comprendre ça, eh bien, il fallait comprendre comment un certain nombre d'informations que l'on sait, qui sont toujours codées dans le champ des oiseaux, comment ces informations sont portées, par quelle structure acoustique elles sont portées. La première information qui est portée par tous les chants d'oiseaux, qui fait d'ailleurs qu'on reconnaît un chant de rossignol, d'un chant de rouge-gorge et un chant de merle, c'est l'identité de l'espèce. Je suis une paruline à sourcils blancs dans le cas ici. C'est donc une vocalisation absolument primordiale, une information absolument primordiale. Alors pour la trouver et pour comprendre comment elle est codée, la technique est assez simple. On enregistre un certain nombre de parulines, on compare leurs chants et on dit bah, tiens, il doit y avoir faut qu'il y ait un dénominateur commun entre tous ces chants. Et ce dénominateur commun, c'est cette descente en fréquence. Là. Toutes les parulines à sourcils blancs de la forêt atlantique, elles chantent de la même manière. Donc l'analyse acoustique, l'analyse du signal, vous suggère que cette pente de modulation peut porter l'information « je suis une paruline à sourcils blancs ». Et maintenant, pour le démontrer, il faut expérimenter. C'est-à-dire qu'il faut aller poser la question à l'oiseau. Est-ce que c'est bien ça dont tu te sers pour coder l'identité de ton espèce? Pour ça, on a un outil qui est fabuleux maintenant, c'est qu'on a l'ordinateur et qu'on est capable de modifier des signaux acoustiques naturels, voire même d'en créer des synthétiques. Alors, si on fait l'hypothèse que c'est cette descente régulière en fréquence des notes qui code
pour « je suis une paruline à sourcils blancs ». Mais on peut créer un signal un peu bizarre dans lequel on va mélanger toutes les notes de la paruline. C'est toujours des notes de paruline, mais elles sont dans le désordre cette fois-ci, elles n'obéissent plus à cette règle. Et d'ailleurs, si on met un haut-parleur au milieu d'un territoire d'une paruline et qu'on lui joue ce chant-là, eh bien, elle ne réagit pas, alors que si on lui joue celui-ci, eh bien, elle fonce sur le haut-parleur, elle est très excitée, elle chante autour, enfin, elle pense qu'il y a un individu qui vient essayer de lui voler son territoire, elle n'est pas contente du tout. Alors vous allez me dire, oui, mais là, quand même, comme disait ma grand-mère, hein, vous n'avez pas allé avec le dos de la cuillère, là, vous avez fait des modifications quand même colossales, donc on pourrait peut-être faire des modifications un peu plus subtiles de cette pente. Et par exemple, on pourrait faire construire une pente un petit peu plus prononcée, partir de notes un peu plus aiguës, arriver à des notes un peu plus graves. Mais quand on joue ce genre de signal modifié à une paruline, on perd aussi la réponse territoriale. C'est-à-dire pour elle, ça n'est plus un chant de paruline. Pour nous, ça sonne un petit peu de la même manière. Et on peut faire la manip inverse, hein, en faisant une pente moins prononcée. Et là, c'est pareil, on perd la réponse de la paruline. En fait, on s'aperçoit qu'une modification de quelques pourcents de la pente suffit à supprimer l'information « je suis une paruline à sourcils blancs ». Donc le code identité de l'information, identité de l'espèce, pardon, ce code, c'est bien cette descente en fréquence des notes. Ça va? Bien. Alors, vérification ultime, on fabrique un signal de synthèse. Dans ce signal de synthèse, il n'y a plus de notes, il n'y a plus de silence, il n'y a plus rien de paruline, sauf la règle. Je pars d'une certaine fréquence, j'arrive à une autre dans un certain temps, donc la pente. Eh bien, quand vous passez ce signal à une paruline, elle attaque votre haut-parleur. Pour elle, c'est un chant de paruline à sourcils blancs. Voilà. Donc, parce que vous avez utilisé le même code, en fait. Et ce qui est assez remarquable, c'est quand on utilise quand on lui émet un signal comme ça où il n'y a plus que la moitié du chant, on obtient une réponse territoriale, ce qui n'est pas très étonnant parce que cette pente, elle est régulière. Donc, dans cette deuxième moitié, il y a la même information que dans la première. Hein, donc, le code est là. Mais c'est très intéressant parce que, rappelez-vous, après 100 mètres de distance, il ne reste plus que ça. Donc, après 100 mètres de distance, en fait, l'information « je suis une paruline à sourcils blancs » est toujours là. Et c'est comme ça que les parulines peuvent arriver à se reconnaître et à s'identifier à longue distance, malgré les contraintes de la forêt tropicale. Donc, c'est un paramètre acoustique qui est résistant à la propagation. C'est une information qui est en quelque sorte publique, qui va être distribuée largement à longue distance de l'oiseau émetteur. Deuxième type d'information, toujours classiquement codée dans le champ des oiseaux, c'est l'identité individuelle. Parce que quand je suis propriétaire d'un territoire, non seulement il faut que je dise je suis de telle ou telle espèce d'oiseau, mais il faut aussi que je dise je suis Pierre, je suis Paul, je suis Jacques, c'est moi qui possède ce territoire. Alors l'information identité individuelle, évidemment, elle doit être codée de manière un petit peu plus subtile parce que elle doit coder un paramètre qui doit différer d'un individu à l'autre, d'un mâle à l'autre, pour faire la différence entre Pierre, Paul ou Jacques. Alors, quand on regarde le chant de Pierre et puis le chant de Jacques, on voit que de loin, ils se ressemblent beaucoup. Mais si on fait un petit zoom sur certaines parties du chant, on voit que par endroits, cette descente en fréquence, là, si régulière, eh bien, elle a des petits défauts. Et de temps en temps, on a des petites irrégularités. Et ce qui est remarquable, c'est que si on enregistre 30 fois Pierre, on aura 30 fois cette petite irrégularité-là, à cet endroit. Et si on enregistre 30 fois Paul, on aura celle-ci. Donc, l'analyse acoustique, encore une fois, vous dit, l'analyse du signal, vous dit, ah, tiens, là, il y a un marqueur de l'identité individuelle. Il y a un marqueur d'identité, il y a une signature. Est-ce que les oiseaux s'en servent? Pour le savoir, vous n'avez qu'une solution, c'est leur poser la question, encore une fois. Alors là, l'expérience est un petit peu plus compliquée à monter. Imaginez les choses. Vous avez deux parulines qui ont des territoires voisins. Vous voulez tester celle-ci. Vous voulez savoir si elle reconnaît son voisin avec ces petits critères là dont je viens de vous parler. Et bien, on va mettre le haut-parleur à la limite entre les deux territoires et on va faire écouter à la paruline qu'on teste le chant du voisin. Alors, soit le chant du voisin non modifié. Alors j'ai pris là exprès un chant avec un gros saut, là, c'est souvent moins visible que ça, mais là c'est pour la démonstration. Donc soit on lui fait écouter le chant de son voisin, et là
On obtient assez peu de réponses territoriales parce que bon, son voisin chante, certes, mais il est encore à la limite du territoire. Il n'y a pas de raison de lui voler dans les plumes tout le temps. D'accord ? Bon. Maintenant, on va lui jouer un autre signal où on va, par ordinateur, changer la position de ce saut-là entre les deux notes. On va prendre ces deux notes et hop, on va les remonter en fréquence, là, on va les rendre un peu plus aigus, ce qui fait qu'on va décaler dans le temps le saut. D'accord ? Cette irrégularité. C'est la seule chose qu'on change. Tout le reste, c'est le chant du voisin. Ben, lorsqu'on passe ce chant-là à la paruline, elle réagit comme lorsqu'on lui passe le chant d'un oiseau étranger qu'on a enregistré à plusieurs kilomètres. Autrement dit, pour elle, ça, c'est bien le chant de Paul. Ça n'est plus le chant de Paul. C'est le chant d'un autre mâle que je n'ai jamais entendu et donc potentiellement une menace pour moi. Et là, vous avez une réaction forte territoriale. Ce qui, si on résume, signifie que ces petites irrégularités, c'est elles qui codent effectivement pour l'identité individuelle. Et le phénomène intéressant, c'est qu'en principe, elles sont toujours placées dans la première moitié du chant, chez la paruline. Et rappelez-vous, c'est cette première moitié qui disparaît en longue distance. Qu'est-ce que ça signifie ? Ben, ça signifie que cette information, je m'appelle Pierre, Paul ou Jacques, elle va être plutôt privée, c'est-à-dire qu'elle va être réservée aux oiseaux qui ne sont pas très loin de l'oiseau émetteur. Donc les voisins immédiats, par exemple, et probablement les femelles qu'on n'a pas pu tester là, d'accord ? Mais des oiseaux proches. Donc on a deux types d'informations chez cette paruline. On a un champ qui porte une identité de l'espèce et qui va se propager, une information qui va se propager loin, et une information identité individuelle qui, elle, va être réservée à des oiseaux, des individus près de l'oiseau émetteur. Voilà, avec cet exemple de la paruline, on vient de voir que les signaux acoustiques peuvent coder de l'information que l'on peut qualifier de statique, c'est-à-dire de l'identité, si vous voulez, quelque chose qui est stable dans le temps. On va voir maintenant avec un autre exemple, alors on va changer complètement d'animal, que les signaux acoustiques animaux peuvent coder des informations plus dynamiques. Et là, je vous emmène dans étudier des crocodiles. Ça, c'est une expérience de playback qu'on a fait au Pantanal, au Brésil, sur du caïman jacaré. Les petits cris que vous entendez sont des cris de détresse de jeunes. Donc la femelle est avec ses jeunes et le haut-parleur est placé à une 50aine de mètres. Et vous voyez la réaction de la femelle qui immédiatement se dirige vers le haut-parleur qui émet ces cris de détresse. Alors, je ne sais pas si vous saviez que les crocodiles émettaient des sons. Alors, pourquoi on s'intéresse aux crocodiles ? D'abord parce qu'ils sont près des oiseaux. Vous voyez, ils partagent le même habitat. C'est pour rire, mais par contre, c'est vrai qu'ils sont très cousins. En fait, ils font partie du même groupe. C'est un groupe qu'on appelle le groupe des archosaures, où il y a les dinosaures et les ptérosaures aussi dedans. Ils ont d'ailleurs un cerveau qui se ressemble beaucoup. Et ils ont des habitudes de vie aussi, qui font penser aux oiseaux. Les crocodiles font des nids. Alors, soit ils enterrent les œufs dans le sable, c'est des nids assez rudimentaires, et recouvrent les œufs de sable, ou alors, chez les caïmans, les alligators, ils font des espèces de tumulus de végétation dans lequel ils enfouissent les œufs, et les œufs restent là-dedans pendant 3 mois jusqu'à l'éclosion. Mais après l'éclosion, l'histoire n'est pas finie. C'est-à-dire qu'après l'éclosion, souvent les femelles, mais parfois les mâles, ça dépend des espèces, ils prennent les petits dans leur gueule, ils les emmènent à la rivière ou à l'étang, et ils vont rester avec les jeunes pendant un certain temps, plusieurs semaines, plusieurs mois, et ils vont les protéger vis-à-vis des prédateurs. Et tant au moment de l'éclosion que pendant cette période où les parents sont avec les jeunes, on a des communications acoustiques, et c'est ce qu'on a voulu étudier. Donc voilà ce fameux cri émis par des jeunes. Ça, c'est des cris de détresse. On va détailler un petit peu ça. Alors, un des premiers trucs qu'on a fait avec les crocodiles, c'est qu'on a voulu savoir si les cris que les embryons matures émettent alors qu'ils ne sont pas encore sortis de l'œuf avaient une valeur de signal. Et on a fait, là je vous résume les choses en 2 vidéos. Dans cette première vidéo, il y a un haut-parleur sur la gauche qui émet des cris d'éclosion de crocodiles.
Et vous voyez, regardez la réaction de cet œuf. L'individu était prêt à éclore, mais les cris le font éclore. Donc en fait, les cris d'éclosion synchronisent les éclosions à l'intérieur du nid. D'accord ? Puisque tout le monde va crier en même temps et tout le monde va sortir en même temps. Et le deuxième effet de ces cris, vous le voyez ici, là, on a enterré un haut-parleur à 50 cm sous le sable à la place des œufs. Et le haut-parleur émet les cris de crocodile et regardez la réponse de la mère. C'est une mère crocodile du Nil. En fait, elle creuse en réponse aux cris d'appel de ces petits en train d'éclore et elle va creuser jusqu'à les trouver. Voilà. On a voulu ensuite savoir ce qui se passait, enfin détailler un petit peu ce qui se passait quand les crocodiles sont avec leurs jeunes. Et ça, c'est pas les deux manips d'avant avaient été réalisées en zoo. Après, c'est plus possible de travailler en zoo quand on veut travailler sur des petites familles de crocodiliens. Donc, on est allé en Guyana, là, l'ancienne Guyane britannique, sur le fleuve Rupununi, qui est infesté de caïmans noirs. Alors, les caïmans noirs, vous savez, c'est des grands crocodiliens, ils font 4-5 mètres de long. Et sur cette rivière Rupununi, on a travaillé avec Peter Taylor, qui est un spécialiste des caïmans noirs. Et voilà, une tête de maman caïman noir, c'est sympathique. Et voilà la rivière, le plan de là où on a travaillé. En fait, vous voyez l'échelle, 1,5 km. Chaque rond, c'est une famille de caïmans noirs. Une famille, qu'est-ce que c'est ? C'est une maman avec ses 30, 40, 50 petits qui sont en principe sur la berge ou près de la berge, tandis que la mère est dans la rivière en train de les regarder. Et là, on a fait quelque chose de très, très simple. On a enregistré les petits caïmans noirs dans deux situations. Une situation qu'on va dire d'inconfort, non perturbé, pardon, d'inconfort, une situation non perturbée, où là on pose un enregistreur avec un micro juste à côté des caïmans, des groupes de caïmans, puis on les laisse tranquilles. Et là on obtient des petits cris, parce qu'ils crient un peu en permanence, qu'on appellera des cris de contact. Et puis, c'est ça la situation d'inconfort. On a mimé une attaque de prédateurs, une attaque gentille de prédateurs, parce qu'on les prend par la queue. On ne leur fait pas vraiment mal, mais on les stresse. Et on a enregistré les cris qu'ils faisaient à ce moment-là. Et quand on regarde la structure acoustique de ces cris, alors là, je le fais de manière assez simplifiée, mais voilà un cri dit de contact, voilà un cri dit de détresse. Et c'est un peu la même chose, mais le cri de détresse, il y a un peu plus d'énergie dans les hautes fréquences. Et puis, la modulation de fréquence est un peu plus prononcée. Et ça donne ça, le cri de contact. Je vous le repasse. Et le cri de détresse, c'est plutôt ça. Voilà. Alors, ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des expériences de playback avec ces cris, donc dans la nature, depuis notre bateau. On posait un haut-parleur à une dizaine de mètres du groupe des jeunes sur la berge. Et nous, on attendait dans le bateau et on observait ce qui se passe. Et on a émis depuis le haut-parleur soit des cris de contact, soit ces cris de détresse. Je vous résume la situation dans ce petit tableau. Quand on émet des cris de contact depuis le haut-parleur, les mères ne bougent pas, ce qui est assez logique parce que c'est ce qu'elles entendent un peu en permanence venant de leur groupe de jeunes. Donc elles restent immobiles. Les jeunes, par contre, sont attirés par le haut-parleur. Donc ils vont vers le haut-parleur et ils entourent le haut-parleur. C'est vraiment un cri de regroupement pour les jeunes. Quand on émet le cri de détresse, par contre, alors les jeunes s'immobilisent et les mères foncent sur le haut-parleur. Elles ne sont pas contentes du tout. Parfois, elles mugissent assez fort. Elles ont ce genre de réaction. Alors ça, c'est avec un crocodile du Nil en zoo, mais ça vous donne une idée de ce que peut être une réaction de crocodile à un cri de détresse de jeunes que l'on vient tout juste d'émettre depuis le haut-parleur. La GoPro est sur le haut-parleur, voilà. Donc vous voyez qu'elles n'aiment pas beaucoup quand on titille leurs petits. Voilà. Alors, ce que nous montre de manière assez simple cet exemple des crocodiles, c'est que les animaux, en tout cas certains, peuvent émettre des vocalisations qu'on va appeler gradées. Vous avez vu, on peut passer le cri de contact et le cri de détresse, c'est en fait une sorte de continuum. On peut passer de l'un à l'autre. Et en fait, ce continuum permet de coder dans le cri son niveau de stress, depuis 0 stress jusqu'à un stress plus ou moins maximum. Donc on peut coder de l'information de type dynamique. Et ensuite, cette information, elle sera décodée par les récepteurs. On a vu que les jeunes et les mères les décodent et ont des réponses adaptées à ces signaux. Continuons notre voyage dans le monde de la bioacoustique et des langages animaux.
Allons voir maintenant les éléphants de mer. Alors, on a un programme d'études nous, sur les éléphants de mer depuis maintenant une bonne douzaine d'années. Les éléphants de mer sont des énormes phoques qui viennent faire des colonies de reproduction sur les côtes de l'ouest de l'Amérique, Californie et puis Basse-Californie au Mexique, alors qu'ils se nourrissent, ils passent l'essentiel de leur temps en fait dans le Pacifique au sud de l'Alaska. Donc ils font des milliers de kilomètres pour venir former ces colonies de reproduction là entre novembre et février. Sur ces colonies, les mâles établissent des hiérarchies sociales, et ces hiérarchies sont essentiellement en fait médiées par l'acoustique. De temps en temps, il y a des combats entre mâles, mais heureusement pas trop souvent, parce que ces combats sont vraiment peuvent être terribles, peuvent aller jusqu'à la mort des protagonistes. Et donc, en réalité, la plupart du temps, c'est médié par l'acoustique. Et je vais vous montrer comment ça peut marcher. On a fait une expérience, je vous montre juste une expérience qu'on a faite qui explique très bien le système. À force d'observer ces mâles, on commence à les observer au mois de novembre, on observe toutes leurs interactions. Au bout de quelques semaines, on a une très bonne idée de la hiérarchie, de qui est où dans le groupe. Donc on prend un mâle de rang hiérarchique intermédiaire et on va lui jouer depuis un haut-parleur soit la voix d'un individu dominant, donc qui est au-dessus de lui dans la hiérarchie, soit la voix d'un individu dominé. D'accord ? Et on va regarder sa réponse. Alors dans cette première vidéo, vous avez l'éléphant de mer ici, aucun autre éléphant de mer autour, le haut-parleur qui va émettre la voix d'un individu dominant. Et regardez bien le comportement de ce mâle, vous voyez que ça le dérange tout de suite. Ayez présent à l'esprit que ces mâles s'installent au mois de novembre, repartent fin février. Pendant tous ces longs mois, ils ne mangent pas, ils ne boivent pas, ils perdent jusqu'à 30% de leur poids. Donc pour eux, se déplacer, c'est une dépense énergétique importante. Et en fait, pourquoi il le fait ? Parce qu'il a peur. Cet individu a peur de la voix du dominant, c'est tout. Et il se dit, il faut partir. Vous voyez qu'il part loin, vraiment. Et pourtant, il n'en voit pas. Il n'y a aucun stimulus visuel surajouté à ça. C'est vraiment que de l'acoustique. Deuxième vidéo, le même individu. C'est exactement le même, celui qui vient de fuir là à toute allure. Il est là. Le haut-parleur est ici. Cette fois-ci, on va lui jouer. Donc c'est un autre jour, évidemment. On lui joue la voix d'un individu dominé, d'un individu dominé, un individu qui est plus bas dans la hiérarchie par rapport à lui. Alors, déjà, on voit que ça ne lui fait pas peur tout de suite. C'est-à-dire, là, il est immobile, donc on va voir qu'au bout d'un moment, il va quand même être énervé et il va réagir. Et vous allez voir, parce que cette réponse, elle est assez intéressante, parce qu'il a d'abord une réponse au haut-parleur, qui est celle-ci. Donc là, il crie, il se dirige vers le haut-parleur, donc pas du tout la même réponse que tout à l'heure. Là, c'est une réponse agressive. Voilà, cet individu, là, je dois le chasser. Mais il voit personne derrière, il croit que c'est lui. Et alors, le petit problème, vous voyez, il dirige carrément ses vocalisations vers l'autre. L'autre va réagir, va crier, et le petit problème, c'est que lui est dominant par rapport à lui. Et regardez, la suite de l'expérience, cette fois-ci, c'est in natura, complètement, voilà. Il s'aperçoit de son erreur et il fait demi-tour. Donc on a deux expériences en une, là, celle avec le haut-parleur et puis celle avec l'émetteur l'animal naturel derrière. Voilà. Alors, on a fait plein de choses sur ces éléphants de mer. Je pourrais faire une conférence entière sur les éléphants de mer, mais juste pour vous dire qu'on a utilisé là aussi la capacité à modifier les signaux pour démontrer que c'est le rythme. Vous avez entendu, ça fait clac, clac, clac. C'est le rythme qui est responsable pour l'essentiel de l'identité individuelle de « je suis Pierre-Paul ou Jacques » chez les éléphants de mer. Et dès qu'on modifie un tout petit peu le rythme du cri d'un éléphant, on perd la réponse comportementale, c'est-à-dire qu'en fait, les animaux ne savent plus comment réagir, ils ont l'impression que ce sont des individus inconnus, et ils restent immobiles et ils regardent autour en attendant de voir ce qui se passe. Voilà, je passe les détails. Un dernier point intéressant chez l'éléphant de mer, c'est que les individus viennent depuis très jeune, 4 ans, alors qu'ils ne se reproduisent que vers 7 ans, 7-8 ans et au-delà. Et en fait, ce qu'on a montré, c'est que
cette croissance s'accompagne de la mise en place de la signature vocale. Ça, c'est un espace acoustique, peu importe. Hein, chaque point, c'est un cri, chaque couleur, c'est un individu. Vous voyez qu'au début, ça fait un gloubi-boulga. Là, c'est impossible de distinguer la voix des individus. Pourquoi ? Parce que la voix des jeunes, là, elle est très variable. Ils ne savent pas tenir le rythme, en fait. D'accord ? Et puis petit à petit, on voit que ça se précise et qu'à l'âge de 7 ans, là, on commence de bien pouvoir distinguer les individus, les voix des individus. Elles se mettent en place et ensuite elles ne bougeront plus. D'une année à l'autre, les individus garderont le même rythme et la même voix. Et ça s'accompagne d'une complexification de leur réseau social. Là, chaque rond, c'est un individu. Je ne vais pas trop dans les détails, mais on voit très bien à l'œil que le réseau se complique, c'est-à-dire que les individus se mettent à interagir avec de plus en plus d'individus. Et ça va en parallèle, si vous voulez, la complexification du réseau social avec la mise en place d'une signature bien définie. Ça, je l'ai mis un petit peu pour faire plaisir à Fondation Sommaire, parce que je ne vais pas vous détailler ça, mais on fait le même genre d'expérience actuellement au Mozambique avec les hippopotames, où c'est assez complexe de travailler avec les hippopotames, des animaux dangereux qui vivent dans l'eau. Et là aussi, c'était une expérience de playback. Ça, on a fait des expériences. La première qu'on a faite, c'est on leur a posé la question, est-ce que vous êtes capable de faire la différence par la voix entre un individu de votre groupe, d'un groupe qui est sur le même lac, ou d'un groupe qui est à l'extérieur, qui n'est pas sur le même lac. Et ils le font très bien. Là, vous voyez la réaction du mâle dominant là, qui est sorti suite au playback. C'est juste la voix qui l'a fait sortir. Il est en train d'observer de partout. Bon, il a peut-être compris d'ailleurs que c'était nous, parce qu'il nous regarde, ça l'œil. Et voilà. Et ça, on continue. On a pas mal d'études là-dessus. Voilà, comment ça se fait que cette vidéo arrive ici? Ça, c'est pas bien normal. Bon, c'est pas grave. Voilà, parce que normalement, ça aurait dû arriver là, mais c'est pas grave. Alors, j'ai encore 5 minutes. Bon, à peu près, c'est parfait. Alors, ça dépend si vous avez des questions ou pas. On va terminer. Non, mais c'est juste ma dernière partie. C'est parce qu'on me pose toujours la question dans les conférences, donc c'est des choses que j'ai rajoutées, parce que je pense que c'est important. C'est les applications pratiques de la bioacoustique. Les applications pratiques de la bioacoustique, elles sont assez multiples en fait. Et une première application, qu'on voit pas très bien là, mais c'est utiliser les codes, les codes, c'est-à-dire comment l'information est codée dans les signaux pour interagir avec les animaux, mais dans un but appliqué. Par exemple, pour les effaroucher. Si vous avez pris l'avion, eh bien vous savez peut-être que sur les pistes d'aéroport, il y a des haut-parleurs qui émettent des signaux acoustiques particuliers pour faire fuir les oiseaux avant que l'avion ne décolle. D'accord ? Actuellement, au labo, on a une thèse payée par la SNCF, d'ailleurs, pour inventer le cri qui va faire fuir les chevreuils à l'avant des trains TER. Et là, c'est une des expériences qui a été faite il y a très récemment. Le signal que vous allez entendre, c'est un signal artificiel qui a été construit à partir de ce que l'on sait du codage de la détresse dans les cris de ces cervidés. Et regardez la réponse des animaux. Alors ça marche super bien, donc là évidemment les gens de la SNCF sont super contents. Le petit problème, c'est qu'il y a de l'habituation assez vite quand même. Donc le tout, c'est de travailler pour arriver à trouver un ensemble de signal qui est suffisamment variable pour que les animaux ne s'habituent pas. Une autre application importante de la bioacoustique, c'est d'utiliser les vocalisations comme indicatrices de l'état physiologique de l'individu et aussi dans le domaine médical. Et là, par exemple, dans mon laboratoire à l'Université de Saint-Étienne, on travaille sur des souris, là, vous voyez, c'est des trackings de souris là, automatiques, pas mal d'intelligence artificielle derrière, et on étudie le répertoire vocal de ces rongeurs. Vous savez que les rongeurs sont des modèles dans le domaine biomédical très importants, et ces rongeurs produisent des sons, produisent des vocalisations dans l'ultrason, qui peuvent être des marqueurs, par exemple, de maladies neurodégénératives. Et donc, ça permet de suivre le développement de ces maladies. Une petite étude qu'on a faite très récemment, on a travaillé avec des rats, on a regardé l'effet de la fragmentation de leur sommeil sur les vocalisations. C'est une étude au long cours, c'est que les rats, on leur fragmente leur sommeil pendant plusieurs mois, et à la fin, on regarde ce qu'il y a dans leur cerveau, mais pendant les mois pendant lesquels on fait de la fragmentation, eh bien, nous, on enregistre
ce que se disent les rats. Et eh bien, on regarde, on voit par exemple que eh bien, ceux qui ont le sommeil fragmenté, eh bien, ils produisent beaucoup moins de vocalisation que ceux qui ont un sommeil normal. Hein. Évidemment, ils sont fatigués. Et puis après, je ne vais pas aller dans les détails, mais on regarde de manière très précise quel type de vocalisation et comment sont modifiées les vocalisations, c'est-à-dire leur capacité à produire des sons et à parler quand le sommeil est fragmenté. On fait ça aussi chez les bébés. Hein. Voilà, ça c'est tout neuf aussi. Hein. C'est un primeur, ça a été fait la semaine dernière. Ça, c'est un espace acoustique. Vous voyez, un espace acoustique. Chaque point, c'est 3 minutes. Chaque point, c'est c'est ça, 3 minutes d'enregistrement de pleurs de bébé. Et c'est un seul bébé, c'est un prématuré qui est rentré au CHU et qui est resté entre 7 et 100 jours. Il était enregistré entre 7 et 100 jours. C'est tous ces pleurs de 7 à 100 jours. Et en fait, dans cet espace acoustique, on voit comment ces pleurs se modifient au cours du temps, avec le développement du bébé. Voilà. Il a commencé à pleurer comme ça, et ensuite petit à petit. Donc vous voyez, il y a plein de développements possibles qui permettent comme ça d'imager un certain nombre de choses. Et puis pour terminer, vraiment, ce qui intéresse ensuite, c'est tous les aspects biodiversité et impact des bruits anthropiques sur la faune. Alors là, il y a de multiples études. Nous, on a en particulier une étude qui a démarré il y a 1 an et demi sur l'impact des bruits de bateaux sur les récifs coralliens. On travaille avec un laboratoire du CNRS et de l'EPHE qui est à Moorea, en Polynésie française. Et là, on regarde en particulier comment les bruits de bateaux modifient le comportement de nourrissage de ces poissons. Là, oui, ils s'éloignent de la colonne d'eau parce qu'ils mangent des petits invertébrés qui sont là. Et quand un bateau fait du bruit au-dessus, il rentre dans la patate de corail. Donc, on a reproduit ces choses-là au laboratoire et on étudie les interactions prédateurs-proies. Ça parlera en particulier aux étudiants en biologie qui sont dans la salle, je sais qu'il y en a. L'effet du bruit sur les interactions prédateur-proie. C'est-à-dire qu'on essaye de comprendre, en fait, c'est comment le bruit peut modifier non pas seulement le comportement d'un animal donné, mais comment il peut impacter l'ensemble d'une chaîne trophique, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire, vous savez, toute la chaîne alimentaire. Voilà. Et la dernière application, c'est le suivi acoustique de la biodiversité. Alors, soit le suivi d'espèces animales d'intérêt, par exemple ici, on va suivre le lagopède alpin en montagne. On a 200 capteurs, nous, actuellement, avec l'Office français de la biodiversité, dans les Pyrénées et dans les Alpes, placés à 2500 mètres d'altitude, qui suivent les populations de lagopèdes par l'acoustique. Ça, c'était un chant de lagopèdes. On peut reconnaître les lagopèdes et les compter, et donc suivre les populations. On peut aussi prendre des paysages sonores dans leur ensemble. Ça, c'est un paysage enregistré en Guyane française. Vous voyez qu'un paysage sonore, c'est quelque chose de composite parce que vous avez, en particulier en forêt amazonienne, plein d'animaux. Là, c'est la nuit, c'est assez calme, mais plein d'animaux en train de vocaliser. Nous, on n'entend que cette bande de fréquences, on entend quelques insectes, mais ici, dans ces sons ultra aigus, que nous, humains, n'entendons pas, vous voyez qu'il y a plein de choses. Il y a des insectes, il y a des chauves-souris. Et donc, l'analyse des paysages sonores vous renseigne, en fait, sur la composition phonistique du milieu que vous enregistrez. Et avec un peu, je veux dire, beaucoup d'intelligence artificielle derrière, on travaille beaucoup là-dessus, nous, au labo, on peut traiter ces données et imager. Ça, c'est un paysage sonore mozambicain. Chaque couleur, c'est un enregistreur. Les types de couleurs, c'est des milieux. Donc, les bleus, c'est des enregistreurs qui étaient posés à côté de lacs, les verts dans des forêts. Et chaque point, c'est 1 minute d'enregistrement. Et donc, on peut suivre comme ça la dynamique de la biodiversité sonore, de la biodiversité acoustique d'un environnement. On fait ça aussi en sous-marin. Ça, c'est à Moorea, mais cette fois-ci, c'est des enregistreurs sous l'eau. Et vous voyez, il y a 3 enregistreurs ici. Il y en a un qui avait été posé dans la Passe, cet endroit où les bateaux vont et viennent pour rentrer et sortir du lagon. Ça, c'est un enregistreur qui a été posé dans un endroit où il y a des touristes, donc des bateaux aussi. Et ça, c'est un endroit calme, interdit aux touristes. Donc on voit très bien tout de suite, juste à l'œil, qu'acoustiquement, ça ne va pas être la même chose. Et ici, on a la trajectoire acoustique de l'endroit calme au cours de la journée. Voilà. Donc c'est joli, mais sachez qu'on peut derrière faire beaucoup de choses compliquées pour caractériser ces environnements sonores. Voilà. J'espère pas avoir été trop long.
Non, ça va. Non, c'est bon. Ah bah non, pardon. Je peux aussi me lever. Voilà. Donc, typiquement, la dernière partie, je vais rebondir là-dessus de deux façons. D'abord, finalement, ce que vous avez décrit à la fin, ça relève de l'écoacoustique, qui est une branche de la bioacoustique. Est-ce qu'il y en a d'autres? Comment se décompose la bioacoustique j'allais dire chapelle? Non, le mot est pas très fort. Non. Le terme écoacoustique a été défini, en particulier par Jérôme Sueur, là, pour vraiment spécifier cette partie de la bioacoustique qui s'intéresse à l'écologie, c'est-à-dire vraiment au suivi de la biodiversité par l'acoustique. Mais sinon, bon, la bioacoustique, ça chapeaute un peu tout ça. Voilà. On ne va pas rentrer dans ces querelles de chapelle. Juste pour rebondir aussi sur le Mozambique, en fait, il y a peut-être moyen de s'associer avec la Fondation Sommer, parce que on l'a vu dans les diapositives qui précédaient notre conférence, votre conférence. La Fondation gère un parc également au Mozambique, le parc Gilet. Vous êtes au Maputo National Park. Bon, je vous présenterai après, quoi. Voilà. Voilà. Alors, avant de vous laisser la parole, j'aimerais juste discuter un petit peu avec vous, un peu jouer à un jeu finalement qui serait d'estomper les frontières entre les animaux humains que nous sommes et les animaux non humains, en essayant de montrer que ce qu'on a longtemps pris pour être l'apanage des humains, en fait, se retrouve aussi chez les animaux non humains. On va faire ce distinguo-là. Et par exemple, l'idée de patois, de dialecte. Alors, avec en ligne de mire ces conséquences énormes qu'on ne trouve pas chez l'être humain, c'est finalement qui participe à la spéciation. Je pense aux pouillots verdâtres. Oui. Alors, d'abord, vous aviez la première question générale, c'est est-ce qu'on retrouve la même chose chez les animaux et chez les humains? La première chose qu'il faut bien avoir en tête, c'est que chaque animal, l'espèce humaine comprise, est dans son propre monde. C'est-à-dire qu'on n'a pas les animaux qui seraient un truc homogène où toutes les règles seraient les mêmes, et puis l'humain d'un autre côté. On a des espèces animales qui sont toutes différentes et qui ont chacune leur spécificité. Après, on peut retrouver des points communs. Et effectivement, cette histoire de dialecte là en est un quelque part. Alors, chez les animaux, l'exemple le plus connu, c'est les oiseaux chanteurs. C'est un groupe d'oiseaux, les oiseaux passereaux chanteurs, qui sont les oiseaux qu'on connaît, hein, c'est les oiseaux de tous les jours. C'est le merle, le rouge-gorge, le canari, etc. C'est des oiseaux qui apprennent leur chant. Enfin, les jeunes doivent apprendre leur chant en entendant un tuteur adulte. Donc, à l'instar de ce que nous faisons quand on apprend finalement à parler. C'est-à-dire que si vous élevez un jeune de canari tout seul dans sa cage ou qu'avec des jeunes, sans adulte, il ne saura pas chanter canari. Il a besoin d'entendre chanter canari. Voilà. Et alors, comment ça se passe dans la nature? Donc les jeunes entendent leurs parents chanter ou leurs voisins chanter et ils vont copier. Sauf qu'ils font des petites erreurs de copie. Les copies sont toujours un peu imparfaites. Donc, petit à petit, au fur et à mesure des générations, il y a ce qu'on appelle une dérive, qu'on peut qualifier de dérive culturelle en quelque sorte. Hein. C'est-à-dire qu'on a une culture qui va dériver. Et si vous avez une espèce, par exemple, comme le troglodyte mignon, petite espèce d'oiseau là, qui est très courant chez nous en Europe, si vous avez une espèce qui a une aire de répartition assez grande, avec des populations qui ne se mélangent pas, eh bien, les dérives de génération en génération, elles vont être différentes d'une population à l'autre, parce que c'est un peu le hasard qui guide ça. Du coup, les troglodytes du nord de l'Europe ne chantent pas exactement de la même manière que les troglodytes du sud. Et quand ces différences deviennent trop grandes, puis ça sert, par exemple, à la sélection du partenaire sexuel, c'est-à-dire à la reconnaissance mâle-femelle. Si les différences de chant, de dialecte deviennent trop grandes, qui fait que les femelles du dialecte A ne s'intéresseront plus aux mâles du dialecte B, eh bien, vous avez ce qu'on appelle, les biologistes une barrière prézygotique, c'est-à-dire une barrière qui vient se mettre avant toute possibilité de fécondation et qui sépare génétiquement les populations. Et donc, ces populations, elles vont dériver et potentiellement créer des espèces différentes. Et ensuite, après la très longtemps, génétique va peut-être appuyer le fait qu'elles seront même plus fécondes, en fait. Alors après, voilà, quand les dérives, parce qu'après, cette dérive, elle va s'accompagner, la dérive génétique, quand elle devient trop importante, eh bien, il n'y a plus d'interfécondité. D'accord. Autre
caractéristique qu'on croit très humaine et qui ne l'est pas tant que ça, c'est l'art de la négociation. Par exemple, vous développez un exemple que je trouve incroyable dans le nid des chouettes et frais, où les bébés ils négocient entre eux qui va manger le premier, je te laisse ma part, ok, mais la prochaine fois c'est moi. Oui. Bon, alors, c'est pas nous qui avons étudié ça, c'est un collègue, une équipe suisse qui avait ça. Effectivement, c'est assez rigolo comme exemple. C'est les chouettes et frais. Vous savez, vous connaissez cet oiseau, hein, c'est cette grande chouette blanche là, qui se déplace sans faire de bruit, et quand elle crie, c'est horrible, ça fait une espèce de grincement assez effrayant. Et donc, au nid, vous avez plusieurs oisillons qui ont évidemment des serres assez puissantes, donc il vaut mieux éviter qu'ils se battent entre eux. Et en fait, ce que ces chercheurs ont montré, c'est que quand le parent est parti pour chasser une souris, les jeunes, ils discutent entre eux. Ils se mettent à crier, quoi. Ils sont en compétition acoustique, en fait. Et puis, à un moment, il y en a un qui gagne, et puis les autres, ils cèdent, quoi. Et quand le parent rapporte la souris, c'est celui qui a gagné qui prend la souris. Donc, il n'y a pas de dispute. Donc, ils ont appelé ça une négociation. C'est un peu anthropomorphique, mais il y a un peu de ça quand même. Vous savez, en fait, chez les animaux, quand on a des modes de vie ou des situations, je dirais, sociales qui ressemblent à ce que nous, on peut vivre, eh bien, même problème, même solution. Hein. C'est-à-dire que finalement, on retrouve toujours des choses qui sont parallèles finalement à ce qu'on observe chez nous. Vaut mieux discuter que se taper dessus, quoi. Voilà. Notez. Comme les éléphants de mer. Hein. Voilà. Autre... je ne voudrais pas trop empiéter sur la place laissée au public. Non, ça va, on a encore un petit peu de temps. Autre caractéristique, le mensonge. Est-ce que les animaux peuvent mentir entre eux? Et le corollaire, c'est dans le livre, quel coût peut être associé à ce mensonge? Oui. Alors là, on peut en parler longtemps parce que c'est des problématiques évolutives. Pas tant que ça. Oui, on peut avoir... le mensonge existe, il existe partout. Dès que vous voulez quelque chose, puis que voilà, vous voulez pousser. Mais si vous mentez trop, eh bien après voilà, ça marche plus, quoi. Hein. Donc ça a toujours un coût bénéfice. Alors il y a des histoires comme ça où par exemple on sait que chez les cervidés, vous savez, ils essayent d'exagérer l'impression que va donner leur cri quant à leur taille, en abaissant leur larynx, en fait. Donc, quand un cerf brame, par exemple, on voit la pomme d'Adam descendre. Elle descend, ce qui fait que ça allonge le tractus vocal, ce qui fait que ça va rendre la voix plus profonde. Et plus le tractus vocal est long, plus normalement, c'est celui d'un animal grand. Alors évidemment, les cerfs, ils sont un peu en bout de course évolutive, parce que maintenant, tout le monde abaisse son larynx max. Oui. Et puis après, il y a d'autres contraintes, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir l'abaisser jusqu'au milieu du ventre. Donc voilà, il y a une contrainte. Mais n'empêche qu'ils font ça. Et un cerf qui ne saurait pas le faire ou moins le faire, il aurait un problème, enfin, il serait moins compétitif. C'est pas un caractère qui s'est fixé dans l'espèce. Ça s'est fixé, mais après, il y a toujours de la variabilité. Ouais, donc il y a ceux qui vont y arriver mieux que d'autres. Après, c'est certainement pas le seul critère qui fait dire aux femelles que ce mâle-là est intéressant. D'accord, parce qu'on trouve ce genre de stratégie aussi chez le koala, non? Alors chez le koala, c'est encore un peu différent. Je ne sais pas si vous avez eu la chance d'entendre un jour un cri de koala. Allez sur YouTube, vous entendrez. On dirait une Kawasaki qui démarre. Koala, c'est un tout petit ourson, tout gentil. On a l'impression que ça va faire un truc tout mignon. Et quand ça crie, ça fait un truc... un truc comme ça, encore plus grave. Et en fait, c'est impossible qu'il fasse ça avec ses cordes vocales. Il y a des cordes vocales beaucoup trop petites. Et ce qu'a fait l'équipe ça c'est mon collègue David Roby qui a fait ça avec d'autres collègues. Ils ont pu avoir accès à des koalas morts, donc ils ont pu les disséquer. Et ils ont trouvé, il y a un autre système de cordes vocales, des deuxièmes cordes vocales chez les koalas, qui n'est pas situé au même endroit, situé plus au-dessus, là. Et où c'est une structure qui normalement ne se différencie pas en cordes vocales, et elles sont beaucoup plus longues, celles-là. Et c'est celles-là qui lui permettent de crier. Ça rappelle typiquement les chants diphoniques qu'on trouve en Mongolie chez le peuple Tuva qui coupe la colonne d'air en deux pour avoir deux sons superposés, très graves. Mais malgré tout, il ne faut pas trop mentir, sinon c'est un peu comme les chevreuils tout à l'heure, ils vont s'habituer. Bien sûr. Et, enfin, c'est le coup du berger et du loup. Voilà, c'est ça. D'accord.
Encore une question avant. Soyez prêts, ce sera bientôt à vous. Une dernière question. Dans les systèmes d'alarme que vous décrivez, notamment chez des singes vervets, etc., on arrive presque à une sorte de sémantique, j'allais dire de vocabulaire, c'est peut-être un peu exagéré, mais voilà, chaque cri a une signification. Oui, c'est ça, il y a une sorte de sémantique dans les cris. Alors les singes vervets, je vais raconter rapidement l'histoire, parce que c'est un exemple mythique. En fait, on cherche toujours à trouver dans les langages animaux des choses qu'on trouve dans le langage humain. C'est un petit défaut qu'on a, on cherche toujours à trouver ces choses-là. Et une des choses qu'on cherche, c'est ce qu'on appelle la communication référentielle. C'est-à-dire, nous, si je vous dis ça, c'est une table, vous êtes assis sur un fauteuil, ça, tout le monde sait de quoi on parle, alors que le son fauteuil, le son table n'a rien à voir avec l'objet en soi. Il est associé. Il fait référence à l'objet. Et on a trouvé des systèmes qui ressemblent un peu à ça chez certains animaux, en particulier chez les singes, c'est là où on fait porter le plus d'efforts, mais aussi chez certains oiseaux. Et l'exemple du singe vervet est assez mythique. Singe vervet, il a tout un répertoire de cris, mais en particulier, il a des cris d'alarme qui sont différents en fonction du type de prédateur. Donc, alors c'est pareil, c'est un continuum de cris, mais quand même, il y a des différences. Donc, si c'est un léopard qui approche, par exemple, il y a un type de cri qui est le cri léopard, et là, tout le monde grimpe dans les arbres, se met à l'abri. Si c'est un aigle martial qui arrive et qui risque de manger, de piquer un singe en haut de l'arbre, eh bien, c'est un autre cri d'alarme qui est émis, et tout le monde plonge à l'abri dans les buissons. Voilà, etc. Donc, il y a une espèce de référentiel. C'est pas... Bon, l'histoire est très jolie à raconter, c'est un peu moins joli que ça dans la réalité, c'est un peu plus subtil, mais quand même, il y a des choses comme ça. Après, ce qu'on cherche aussi souvent, c'est est-ce qu'il y a une sémantique. Vous savez, nous, on parle avec des phrases, on organise des phrases avec des mots, voilà. Alors, on ne trouve pas rigoureusement la même chose chez aucune espèce animale, c'est logique, parce que, encore une fois, chacun est dans son monde, voilà. Mais on trouve quand même des combinatoires, parfois. Et il y a beaucoup de recherches pour l'instant sur, en particulier, les chimpanzés, et les bonobos, enfin surtout les chimpanzés, où on regarde comment ils associent des cris par paire ou par 3 cris en fonction des différents contextes. Et il semblerait qu'effectivement, il y a des choses comme ça. Oui, j'utilise des préfixes ou des suffixes. Voilà, des choses comme ça. Ce qui est compliqué à montrer, c'est qu'on peut, avec les chimpanzés ou d'autres singes, on peut arriver à faire avec des efforts de terrain longue durée, on peut arriver à faire des banques d'enregistrement colossales et à bien relier ce qui est émis avec le contexte dans lequel les vocalisations sont émises. Mais ce qui est très compliqué, c'est ensuite justement de leur poser la question et de faire des playbacks. Parce que si vous voulez, tromper un crocodile, c'est déjà compliqué. Hein, au bout de 2 ou 3 expériences de playback, moi j'ai des souvenirs avec le caïman noir en Guyane française où après 3 playbacks, plus aucune femelle ne répondait à nos cris. Hein, ils avaient compris que c'était 2 gugus en bateau. Voilà. Donc les animaux intègrent, hein, on les sous-estime toujours, hein, ils passent leur vie à analyser leur environnement, donc surtout des top prédateurs comme ça. Mais alors les singes, moi j'ai une collègue, là, Julia Fischer en Allemagne, qui me racontait une fois qu'elle travaille avec des babouins. Elle me dit, hein, le coup classique avec les babouins, tu vois, tu n'as jamais étudié encore cette population, tu poses ton haut-parleur là, faire la troupe de babouins, tu t'éloignes de 50 mètres derrière un buisson, tu émets un cri. Les babouins, au lieu de regarder le haut-parleur, ils te regardent toi. Compliqué. Donc c'est très compliqué. Donc c'est compliqué du coup de vraiment rentrer dans leur système de manière et puis de vraiment le comprendre de l'intérieur. D'accord. Mais alors du coup, en aparté, puisque vous êtes revenu sur les caïmans, combien de haut-parleurs vous ont détruit tous vos sujets d'études? Alors les caïmans pas du tout. Le risque des caïmans c'est les mettre dans l'eau, mais le crocodile du Nil tout à l'heure. Oui, alors les crocodiles du Nil, c'est vrai que l'année dernière, on travaille avec un parc zoologique au Maroc, là où ils ont 350 crocodiles du Nil, la Crocopark, à Agadir, et on est en train de refaire de continuer des expériences où on enterre des haut-parleurs. Là. Ça, c'est l'expérience la plus dangereuse pour les haut-parleurs. On travaille avec des espèces de haut-parleurs talkie-walkie, là, puisqu'on les commande à distance. Et là, on s'en est fait croquer 1 ou 2. Mais bon, c'est les éléphants de mer quand même. Les éléphants de mer, les hippopotames, vous choisissez. Voilà, pas, les pas éléphants de mer, il faut mieux arrêter la manip avant qu'il arrive dessus. Oui. Donc, je suis un peu tombé dans le travers que vous dénonciez, à savoir un tout petit peu d'anthropomorphisme. Mais alors, du coup, je vais vous poser la question inverse. Qu'est-ce qui rend vraiment unique le langage humain ? Alors le langage humain... Et là, pareil, on n'a pas 2 heures. Ouais, le langage humain, c'est probablement le
plus complexe en termes du nombre d'informations qu'il est capable de coder. Et on est sur un mode continuum et on est au bout du continuum où il y a vraiment une rupture? Ça, c'est vraiment une question de point de vue. Alors oui, il y a des ruptures. C'est sûr que le langage humain est d'une complexité inimaginable par rapport à d'autres, par rapport à tous les langages animaux qu'on connaît actuellement. Voilà. Après, continuité, rupture, il y a une continuité entre le crocodile et le merle. Alors, oui, je vous retourne la question. Ce ne sera pas à moi de répondre. En revanche, je vais vous laisser répondre aux questions du public. Voilà, comment ça se passe? Le micro. Ok, je peux laisser le mien, parce qu'a priori, c'est pas moi qui vais répondre. Hein. Je ne sais pas. Je vais rester dans votre comparaison qui dit que les humains sont des animaux. Et donc, nous, humains, nous avons un langage avec des vocabulaires. Ici, la plupart des gens qui parlent le français utilisent 15 ou 20 000 ou 25 000 mots. D'autres, hélas, n'en utilisent que 500 ou 1000. Quel est, chez les animaux, vous pouvez nous donner une idée du nombre de signaux sonores pour une espèce donnée par rapport à l'immense complexité du langage humain? Et deuxième question de mon questionnement qui est comme une fusée à 2 étages, est-ce qu'il y a des animaux intelligents, par exemple je pense aux corbeaux qui sont réputés parmi les plus intelligents des oiseaux, qui sont capables de dépasser le corpus dont vous allez nous donner une idée et de faire novation, d'inventer quelque chose qui appartiendra ensuite au corpus de l'espèce. Merci. Alors, il y a plein de questions dans vos questions. Alors, la première question sur le corpus, je ne répondrai pas exactement, à mon avis, comme vous le souhaitez. C'est-à-dire ce qu'il faut voir, c'est par exemple si vous regardez l'étendue de ce qui est capable de produire l'espèce humaine, parce qu'il n'y a pas que le langage, en fait. On oublie ce qu'on appelle les vocalisations non verbales. Et quand on regarde l'espace acoustique de l'humain, par exemple, le langage, c'est juste un tout petit morceau, en fait. Alors certes, dedans, il y a plein de choses très très fines, mais c'est un petit morceau parce qu'on est capable de faire plein de vocalisations non verbales dont on se sert en permanence, qui sont d'ailleurs assez peu étudiées, et on a un espace acoustique absolument énorme. Donc tout dépend ce qu'on compare en fait. C'est-à-dire, en fait, si vous regardez la hyène, moi j'ai étudié un peu la hyène par exemple, la hyène qui est un animal très social, parce que pour trouver des répertoires un peu comparables, il faut aller chercher des animaux ultra sociaux. Parce que c'est sûr que si vous allez chercher un animal peu sociable, là, vous la paruline ou même les caïmans, vous ne trouverez pas des répertoires grandioses. Hein. Mais si vous allez chercher la hyène, par exemple, nous, on dit qu'on est capable d'identifier entre 20 et 30 types de vocalisations différentes chez les hyènes. Mais catégories. Mais à l'intérieur de chacune de ces catégories, vous avez en fait des vocalisations gradées. C'est-à-dire que chacune de ces catégories, l'animal est capable de jouer dedans en les modulant. Toute la question est de savoir, c'est comment eux, dans ces modulations, comment ils reconstruisent des catégories à l'intérieur. Parce que pour pouvoir répondre à votre question, il faudrait connaître exactement ça. Vous comprenez ? Voilà. Et ça, c'est complexe. C'est pour ça que je pense qu'on en est qu'en fait, un peu à la préhistoire encore de la bioacoustique. Alors, loin de moi de nier que le langage humain est le système de communication acoustique le plus complexe que l'on connaisse. Hein. Ce n'est pas du tout mon propos. Hein. Mais par contre, je pense qu'on n'a pas encore accès à toute la complexité d'un répertoire vocal d'un animal tel que, par exemple, la hyène tachetée qui a un système social complexe. Mais est-ce qu'on pourra jamais espérer y arriver? Enfin, je pense à cet article du philosophe qui parlait de la chauve-souris, se mettre à la place d'une chauve-souris, par exemple. Ouais, c'est un exemple un peu compliqué. Oui. Mais non, vous savez, moi je suis scientifique, donc je pense que tout est ouvert. Hein, voilà. Oui, mais c'est asymptotique peut-être. Mais ça sera, voilà, c'est complexe. Après, l'autre question, c'était est-ce qu'ils sont capables d'incorporer des nouveaux, d'inventer des nouveaux. Alors, on a quelques éléments de réponse. On a quand même des animaux qui ont des plasticités vocales assez impressionnantes. Alors, il y a des exemples qui sont connus. Hein. Si vous prenez par exemple des perroquets, vous avez des étourneaux, comme ça, où il y a des nouvelles vocalisations, des nouvelles syllabes, des nouvelles expressions qui peuvent apparaître ou qui peuvent être piquées et puis incorporées dans le répertoire. Donc, il y a des choses nouvelles. Voilà. Après,
est-ce qu'on peut faire un parallèle avec notre capacité, nous, à inventer de nouveaux mots pour désigner des objets nouveaux, par exemple? Bon, je crois que non, ça, on n'est pas dans cette configuration-là. Hein, voilà. Je ne sais pas là, si je réponds bien à votre question, c'est un peu compliqué. Voilà. Moi, j'ai une question. La question était compliquée. Sur votre exemple sur la SNCF, c'est beaucoup plus terre à terre ma question. Vous mettez où le haut-parleur? Vous le mettez sur la locomotive pour chasser les animaux, vous savez? Voilà. Alors nous, on est payé pour inventer le signal, Oui. et eux, ils verront comment ils l'installent. Ah, mais c'est pas encore voilà. installé. Non. Alors l'idée, c'est quand même que ce soit sur les locomotives là. Il y a des choses qui commencent d'être faites sur les voies. Alors, en fait, il y a deux idées. C'est soit que c'est fait sur les locomotives, soit ils identifient des endroits particulièrement à risque. Et là, c'est-à-dire où les animaux ont l'habitude de passer. Et là, on peut imaginer des dispositifs. Parce que la locomotive doit couvrir le bruit de la locomotive, doit couvrir Non, le bruit de votre instrument. Non? Je ne vous cache pas que c'est un problème complexe. Quand ils nous ont dit on mettra ça à l'avant des TGV, on leur a tout de suite dit que c'était pas possible. Hein. TGV à l'allure où ça se déplace, on n'arrivera jamais à faire ça. Donc le problème, c'est plutôt les TER. Il y a plein d'autres problèmes. Hein. Il y a le problème, vous avez vu, là, on a une troupe de cervidés qui est partie, mais vous en aurez toujours un qui va prendre la décision inverse, toujours un qui va rester. Machin. Mais la mission qu'on a, c'est de trouver un signal qui fonctionne. Ils ont dit, nous ont dit que même si on faisait baisser les collisions de 10 ou 20%, ils seraient très contents vu le coût que ça représente. Oui, c'est pareil, c'est le même problème. Les sangliers, c'est pas facile à faire fuir. On a des signaux qui donnent des choses. Vous savez, on a été contacté par les autoroutes, par les agriculteurs. C'est compliqué parce que il suffit pas de faire fuir les animaux une fois. On a par inadvertance, parce que on a essayé aussi. Les gens pensaient que les ultrasons fonctionneraient sur les cervidés. Nous, on savait que ça marcherait pas, mais enfin, on a quand même fait les essais. Et on a fait des essais sur les. Il se trouvait que dans le parc zoologique, on a fait les essais sur des pécaris. On a fait fuir les pécaris avec des ultrasons incroyables. Donc ça marche peut-être avec les sangliers. Le problème, c'est combien de fois ça marche, combien de temps, où est-ce qu'ils vont. Enfin, il y a beaucoup de choses à maîtriser. Ça peut être une solution d'ensemble. Il ne faut pas croire que le son va tout solutionner. Sur les aéroports, ça marche bien. N'empêche que ça demande quand même du renforcement. C'est-à-dire que régulièrement, ils sont obligés d'aller avec des fusées ou un faucon ou un truc pour que les oiseaux réassocient le son à un danger. Parce que même si on a des signaux variables construits par ordinateur qui exagèrent telle ou telle information de détresse, au bout d'un moment, inéluctablement, vous avez de l'habituation. C'est inéluctable. Parce que si déjà ils n'ont pas peur d'un Airbus, qui fait quand même un sacré potin. Ah oui, mais alors l'Airbus, typiquement, c'est l'habituation. C'est-à-dire le premier Airbus qu'un étourneau va voir, il va avoir peur, et puis le 30e Airbus n'aura plus peur. Et le but, c'est de trouver un signal de détresse. C'est ce qui a été fait. Hein. Ça c'est au point. C'est pas nous qui avons fait ça. Hein. C'était dans les années 90. Hein. C'était Thierry Aubin et compagnie qui ont fait ça. Et là, ils ont trouvé vraiment des signaux de synthèse qui sont basés sur les codes naturels, mais qui exagèrent de manière colossale ces codes et qui fonctionnent. Ça va devenir jusqu'à une compliqué. certaine altitude. Hein. C'est-à-dire, si les vols d'oiseaux sont trop hauts, c'est pour ça qu'il y a encore des collisions. Hein, quand même. Ça va devenir compliqué d'être riverain le long de voies ferrées avec des ça bruits. aussi, c'est un autre problème. C'est pour ça qu'on ne le fait pas en ville, par exemple. Pardon. Je voulais savoir, qu'en est-il de la communication interespèces par rapport à... Alors, la communication interespèce... Écoutez aux portes, c'est ouais. ça. Alors, la communication interespèce, la règle générale, c'est que la communication, c'est pas fait pour être interespèce. C'est-à-dire que la règle générale, c'est que les communications animales, la plupart du temps, les signaux sont des signaux échangés entre les individus de la même espèce. Après, il peut y avoir des convergences de codes qui font que une espèce donnée va utiliser le même code qu'une autre espèce, et du coup, il va y avoir des compréhensions possibles, ou des assemblages multispécifiques, c'est-à-dire des situations où il y a plusieurs espèces qui vont se côtoyer et qui vont partager un certain nombre de choses et qui, là, peuvent échanger des signaux. La communication interspécifique, là où elle est la plus fréquente, c'est dans les signaux d'alarme. C'est là, chez les oiseaux, par exemple, ça c'est connu, ça a été trouvé il y a longtemps. Il y a des codes qui sont
identiques, ou en tout cas proches, pour coder l'alarme chez un certain nombre d'espèces de passereaux, ce qui fait que quand un oiseau d'une espèce donnée va donner l'alarme, les oiseaux d'individus d'autres espèces vont aussi comprendre l'alarme. Voilà. Il y a des choses qui peuvent passer comme ça. Après, il peut y avoir des choses plus spécifiques. Il y a des exemples qui sont un peu emblématiques. Par exemple, on connaît l'oiseau indicateur qui va indiquer le miel aux humains, des choses comme ça. Mais ça reste toujours des choses assez anecdotiques. Le cœur de la communication, c'est quand même des échanges d'informations à l'intérieur d'individus appartenant à la même espèce. Oui, j'aurais deux questions. Vous nous avez montré en fait des études où l'émission ou la source sonore est statique. Est-ce que vous étudiez également quand la source ça rapproche ou s'éloigne? Est-ce que ça change en fait, les réactions des animaux? Et la deuxième question, qui n'a rien à voir, mais vous avez montré des exemples d'applications pour éloigner les animaux. Est-ce qu'il y a aussi des demandes ou des études pour chercher des sons qui les attireraient? Oui, je réponds d'abord aux deuxième question. Oui, il y a par exemple au labo, on a un programme, ça marcherait peut-être, mais pour attirer une espèce de poisson invasive, un goby invasif, qui communique par des sons, et où on place des haut-parleurs dans l'eau avec des trappes pour les capturer. Donc oui, il y a des problématiques aussi d'attraction d'animaux. Oui. On y a pensé avec les études sur les hippopotames. Là, c'est quelque chose qui est un peu dans l'air, parce que l'hippopotame que vous avez vu, là, on l'a fait sortir juste avec un son. Or, parfois, quand il y a des besoins donc il peut y avoir des besoins comme ça de capturer des animaux où le son peut éventuellement servir. Avec les crocodiles, ça marche beaucoup mieux de mettre une proie dans une cage. Il n'y a pas besoin de son quand on veut transloquer un individu gênant. Votre première question, c'était, redites-moi juste. C'est la dynamique ou le déplacement. Ah oui, voilà. Ah oui, alors ça, votre question, elle pose un problème qui est assez... qui est plus général que ça, qui est en fait, quand on fait une expérience de playback, on met un haut-parleur, et donc on ne reproduit pas une situation parfaitement naturelle. C'est-à-dire qu'en fait, on met un haut-parleur qui va être immobile, mais qui va aussi avoir des caractéristiques d'émission de haut-parleur. Vous savez, un haut-parleur, ça a une certaine par exemple, une certaine directivité, qui n'est pas celle d'un animal, par exemple. Et ça va participer à l'habituation. Ça va renforcer la capacité des animaux à identifier que le signal n'est pas normal. Si vous jouez un chant de troglodyte depuis un haut-parleur sur le territoire d'un troglodyte, vous allez avoir une réponse phénoménale. Il va venir attaquer votre haut-parleur. Si vous le jouez 30 fois, au bout de la 30e fois, il l'ignore complètement. Et il l'ignore complètement parce qu'il a associé le fait que la source est immobile au fait qu'il n'y avait pas d'individu. Il a associé le fait que la source n'avait pas la même directivité, etc., et pas tout à fait aussi le même timbre. Donc, oui, alors on ne le fait pas bien, parce que c'est compliqué en nature de reproduire des choses qui bougent, mais oui, c'est des choses qui seraient probablement assez intéressantes. Après, nous, on travaille beaucoup sur des problèmes de localisation des sons, où on place plusieurs haut-parleurs à différents endroits, où on émet des sons provenant de différentes directions, on regarde comment les animaux se dirigent, extrait les paramètres acoustiques qui leur permettent de localiser les sources sonores, ça on le fait beaucoup. Alors, on avait une question là, Bonsoir. Ensuite on sera au milieu, encore deux. Alors moi j'ai une question de néophyte. Je voulais vous demander si on pouvait aider une espèce en voie de disparition ou un milieu qui dépérit à se restaurer grâce au son, grâce à des enregistrements par exemple. Oui, alors il y a déjà des exemples qui fonctionnent plus ou moins, des fois plutôt plus que moins d'ailleurs. Je vais vous donner deux exemples. Un exemple en milieu aérien, des colonies d'oiseaux marins. Quand on veut réhabiliter des colonies qui ont été désertées, donc il y a d'abord la réhabilitation du milieu, bien sûr, mais ensuite pour inciter les oiseaux à venir, on peut mettre des sons. Et ça a été fait par exemple en particulier avec des espèces d'oiseaux marins qui reviennent nuitamment à la colonie, comme des puffins, si vous connaissez ces oiseaux de mer, qui sont très très vocaux. Ils font des sons très curieux d'ailleurs. Et là, on peut placer des haut-parleurs pour faire croire que la colonie est active, ce qui fait que ça peut attirer. Et un autre exemple qui, lui, est employé, je crois, de manière assez courante, c'est lors de restauration de récifs coralliens. Donc là, en mer,
où on reproduit des ambiances sonores de récifs parce qu'il y a des expériences qui ont montré que certaines larves de poissons sont sensibles au son des récifs et vont aller préférentiellement vers des zones où il y a du bruit de récif. Alors c'est quoi le bruit de récif? C'est essentiellement des crevettes qui font des espèces de tic-tic comme ça. C'est ça du bruit de récif. Et donc on leur passe ça et ça montre que le récif est actif. Et ça apparemment ça marche assez bien. C'est pas une crevette que l'on doit le bruit le plus fort proportionnellement à la taille, la crevette menthe. C'est les crevettes pistolet. Oui. Ouais. Alors je ne sais pas si le micro est arrivé jusqu'au milieu. Si, c'est fait. Et je crois qu'après, si vous voulez bien le passer juste derrière vous, il y avait une main qui s'était levée. Merci. Ok, merci. Vous avez dit que vous travaillez avec l'intelligence artificielle. Jane Goodall, qui travaille avec les chimpanzés, par exemple, a décodé un peu leur langage en communiquant. Vous pensez qu'il peut y avoir avec ça comme une traduction, surtout avec des primates, par exemple, leur langue et notre langue? Parce que vous avez dit la communication, c'est plutôt dans l'espèce qu'intra-espèce, non? Vous pensez que c'est possible? Merci. Alors, ce qui est possible, c'est, je pense, petit à petit décoder leur langage en quelque sorte. Et dans le cas des chimpanzés, ce que font actuellement les primatologues, c'est qu'ils accumulent, parce que depuis maintenant, Jane Goodall a été une des fondatrices de ça, mais maintenant ça fait plusieurs dizaines d'années qu'on accumule des quantités absolument colossales d'enregistrements pris dans la nature, avec tout un tas de données contextuelles, quand est-ce qu'ils ont été émis, ces vocalisations, quand est-ce qu'elles ont été émises, par qui, après qu'est-ce qui s'était passé avant, etc. Donc on a tout un tas d'informations contextuelles, avec des milliers et des milliers de vocalisations, et là on peut imaginer que l'intelligence artificielle soit d'une aide importante pour arriver à extraire de l'information qu'on n'arriverait pas à extraire à la main, en quelque sorte. Voilà. C'est dans ce sens-là. Alors nous, il y a un primatologue qui vient de nous rejoindre au labo, là, qui travaille sur ces trucs-là. Donc ça, c'est tout neuf. Mais nous, ce qu'on fait déjà, on fait déjà ça avec des souris, par exemple. Les souris, vous savez, les souris, ça chante dans l'ultrason, ça chante tout le temps. Ça fait turlututu, chapeau pointu, tout le temps. D'accord? Quand tu es à deux, vous en enlevez une, l'autre, au bout de 2 minutes, elle se tait. Donc en fait, c'est qu'elles étaient en train de causer. D'accord? Donc elles sont vraiment en train de se parler. Personne ne sait, personne n'a aucune idée de ce qu'elles se disent, mais aucune. Les baleines, elles font un peu la même chose. Les baleines à bosse, ça fait des chants. Vous avez déjà entendu ça à la télé. Personne n'a aucune idée de ce qu'elles se disent. D'accord? On a des kilomètres, des heures, des mois, des années d'enregistrement de baleines. On n'a aucune idée de ce qu'elles se disent. Avec la baleine, ça va être compliqué parce que c'est compliqué d'avoir beaucoup d'informations. Mais par exemple, avec la souris, tout ce qu'on est capable, nous, d'enregistrer à côté en termes de comportement, d'interaction, et ça, on fait tout, c'est tout traité derrière par réseau de neurones, parce que c'est impossible de traiter ça automatiquement. Les vocalisations de souris, c'est quelques centaines à la minute, voire quelques milliers à la minute. Donc, il faut absolument des outils d'intelligence artificielle pour pouvoir traiter ça. Donc oui, je pense qu'on en est à la préhistoire là, et il y aura énormément de développement. Et pour l'analyse des paysages sonores, c'est pareil. C'est pareil, on en est vraiment au début. À condition qu'ils se maintiennent encore un petit peu, quoi. Oui, ça c'est sûr, ça, c'est un autre problème. Alors, oui, moi je voulais revenir sur les différents cas d'études que vous avez pu avoir. Donc on a vu, il y a des crocodiliens, des oiseaux, des mammifères, et donc ça représente donc majoritairement des vertébrés. Et c'est, si je puis dire, une infime partie de la biodiversité par rapport à une biodiversité la biodiversité totale. Et est-ce qu'on pourrait imaginer, dans un futur proche ou lointain, une étude de la biodiversité qui est un peu plus hors d'atteinte de nos yeux et de nos oreilles, donc que ce soit par exemple des organismes qui communiquent par les ultrasons, les infrasons, ou même tout simplement des sons que nous ne serions pas capables d'entendre, par exemple à l'échelle cellulaire ou l'échelle des acariens, de ce genre d'organismes. Oui. Alors, il y a des éléments là. Alors déjà, pour ce qui est des ultrasons, des infrasons, ça c'est déjà fait. C'est-à-dire qu'en fait, moi je vous ai pris des exemples que je connais bien parce que j'ai travaillé avec, mais quand on essaie de suivre la biodiversité, quand on suit la biodiversité par l'acoustique, l'ultrason, on a déjà accès. Donc tous les insectes qui communiquent dans les sons, quelle que soit la fréquence à laquelle ils communiquent, il n'y a aucun problème technique, ça on sait déjà faire. Pour ce qui est des animaux, je dirais, d'abord vous avez des tas d'animaux qui ne produisent pas de sons par eux-mêmes. C'est juste leur activité qui produit des sons.
par exemple, si vous pensez à de la microfaune du sol, par exemple, là, il y a assez peu, il y a quelques insectes qui produisent des sons, mais il y a beaucoup d'animaux, un ver de terre, par exemple. Dans l'état actuel des connaissances, on n'a pas encore démontré que ça produisait des sons pour communiquer. Par contre, ça produit peut-être des sons quand ça se déplace. Et j'ai vu, pas plus tard qu'il y a 3 jours, un papier sur la question, ça commence d'émerger, hein, des gens qui enregistrent le sol. C'est-à-dire qu'on met des micros dans les sols, et là, effectivement, alors le papier était certes un peu caricatural, c'était un sol appauvri versus des sols restaurés, voilà. On voit on trouve des différences, évidemment. C'est logique. Dès que vous avez de l'activité, si vous produisez des vibrations sonores ou autres, vous allez pouvoir les enregistrer. Je ne sais pas si vous avez vu ce papier qui a défrayé un peu la chronique il y a quelques semaines, où il y a des gens qui ont enregistré des sons produits par des plantes. Alors, voilà, le cri de la tomate, oui. Alors, ce papier a défrayé la chronique. On a tous, voilà, ça a été présenté comme quelque chose d'entièrement nouveau. En fait, ça fait longtemps. Hein, moi, quand j'ai passé agrégation, on nous enseignait déjà que les plantes produisaient des sons. Donc, c'est pas si récent que ça qu'on le sait. Ce qu'on ne sait pas, c'est si ça sert à quelque chose. Et ça, on ne sait toujours pas. D'accord ? Mais quand une plante est en détresse, par exemple, il y a des phénomènes qui se passent, qui font des petits clics, d'accord ? Voilà, la cavitation, qui sont enregistrables avec un micro très près. Voilà. Donc là, dans ce papier, ils ont montré qu'on pouvait enregistrer sur des plantes stressées des productions ultrasonores. Et ils émettent l'hypothèse, pour l'instant, ça n'est qu'une hypothèse, que ça puisse servir à de la communication. Pas de la communication, mais qu'il y ait certains insectes qui puissent utiliser ces sons pour en déduire certaines choses sur la plante. C'est tout à fait recevable comme hypothèse. Hein. Si vous avez un insecte qui est sûr... Si un insecte est à 3 mètres, il n'entendra pas. Ultrason, ce n'est pas possible. Mais s'il est sur la tige, on peut très bien émettre cette hypothèse. Ça n'a pas encore été démontré. Donc voilà, il y a des tas de choses auxquelles on peut avoir accès. Après, l'acoustique et le suivi par l'acoustique de la biodiversité, ça ne sera qu'une image de la biodiversité, toujours. Ça sera ce qu'on appelle un proxy. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imager toute la biodiversité par l'acoustique. Par contre, c'est un proxy qui est facile à obtenir. Pas toujours facile à analyser, parce que ça donne des quantités de données impressionnantes, mais facile à obtenir, puisqu'on a l'instrumentation. Ça ne sera jamais le seul moyen pour suivre la biodiversité. Vous avez peut-être entendu parler de l'ADN environnemental, par exemple. Ça, c'est un moyen aussi qui permet d'échantillonner dans un milieu. Dans un milieu, vous ramassez un peu de sol, vous prenez un peu d'air, et hop, vous allez pouvoir échantillonner des espèces qui sont présentes. Ça a été fait, il y a une démonstration de fait dans un zoo, là, il y a 1 an ou 2, où alors un zoo, vous allez me dire, il y a une densité d'animaux énorme, évidemment, ils se sont mis dans des conditions très favorables, mais ils ont pris de l'air. Ils ont extrait de l'ADN qui était sur des particules en suspension, et ils ont retrouvé des espèces qui étaient dans le zoo. Donc, oui, il y a des développements qui vont être fabuleux. Mais après, est-ce que l'idée, c'est de vouloir tout mesurer et tout caractériser, ou est-ce que l'idée, c'est de suivre la dynamique positive ou négative d'un milieu ? Si l'idée, c'est ça, l'acoustique peut suffire. Parce que là où vous avez beaucoup d'oiseaux, beaucoup d'insectes, une forte diversité acoustique, vous aurez aussi beaucoup de tout le reste. Donc ça peut être un proxy qui est très bon. Vous voyez ce que je veux dire ? Pour rebondir sur cette histoire de plantes qui émet des sons que l'insecte percevrait, à l'inverse, il y a aussi une étude qui montre que, je ne sais pas jusqu'où elle est solide, c'est une plante qui, quand elle perçoit le bourdonnement d'un pollinisateur, va sécréter 3 fois plus de nectar. Donc là, on est sur la communication interespèce, interrègne. Voilà. Alors, est-ce qu'il faut parler de communication ? J'en sais rien. C'est vrai que ce qui a été montré, c'est que vous savez, les bourdons ou les abeilles, quand elles font du bruit, en fait, avec leurs ailes, donc quand elles arrivent et qu'elles s'abrombent, effectivement, ça induirait 10 ou 15 minutes plus tard, chez la plante qui a été étudiée, je crois que c'est une nanterre, une production de nectar surnuméraire derrière. Ce qui choque pas du tout le biologiste, parce que c'est des ondes physiques. Vous savez, une plante, c'est fait de cellules, c'est pour être capteur, donc pourquoi ça sentirait pas, pourquoi derrière on n'aurait pas des réactions, c'est tout à fait possible. Après, on n'est pas dans une communication plante-animale dans le sens, vous savez, la frontière est toujours floue, mais dans le sens où comment on définit une communication, si derrière communication il y a une espèce
d'intention, ou en tout cas de trucs qui a été sélectionné pour le bénéfice et que ça apporte un bénéfice à l'émetteur, on n'est probablement pas tout à fait dans ce cas-là. Mais bon, on est dans un système émetteur-signal-récepteur. Voilà. Alors, je vois les mains se lever, mais en même temps, on m'avait dit jusqu'à 8h30 pile. Donc, je voulais savoir dans quelle mesure on pouvait déborder. En fait, c'est déjà fait, mais jusqu'où? Bonjour. Je voudrais savoir si vos études sont utilisées pour la détermination de zones qui doivent être protégées, par exemple des réserves naturelles ou des choses comme ça, parce qu'il y a certaines espèces qui doivent être absolument protégées. Je pense en particulier aux oiseaux de montagne, justement, qui sont dérangés par le ski de fond. Oui, ça devrait marcher comme ça dans un monde idéal, mais parce que ça, on pourrait, oui. On est plutôt, on a un programme, enfin, on participe nous à un programme dans le parc régional du Haut-Jura. Avec le Muséum surnaturel d'ailleurs, on est collaborateurs avec eux, où on a des capteurs là-bas, avec l'OFB aussi, pour suivre le grand tétras par exemple. Et je pense que c'est à ça que vous pensiez peut-être, parce que c'est l'exemple problématique. Voilà. Donc oui, on peut penser que quand même dans un parc qui a une sensibilité là-dessus, ça puisse informer en quelque sorte la politique ensuite d'exploitation ou d'utilisation du parc, bien sûr. Parce que dans cet exemple du parc du Haut-Jura, là, donc on a des capteurs, parce qu'il y a plusieurs espèces emblématiques. Il y a le grand tétras, mais on a aussi le pic tridactyle. Enfin voilà, il y a des et puis bon, c'est une zone assez incroyable. Où effectivement le fait d'avoir des enregistreurs qui sont là-bas à l'année, qui enregistrent sur plusieurs années, ça permet d'avoir vraiment une idée de ce qui se passe dans cet endroit, et donc d'avoir beaucoup d'informations sur comment ensuite gérer les choses. Donc oui, je pense que dans cet exemple-là précis, où on a des gens motivés, un endroit un peu emblématique, là on peut penser que ça puisse avoir une action. On a enregistré aussi, je le dis aux chasseurs, on a enregistré aussi des coups de fusil dans le. Mais voilà, donc oui, je pense que ça peut être utile. Bonsoir. C'était pour savoir si la notion de paysage sonore avait des applications en milieu urbain, et notamment par rapport à toute la vague de retour de la nature en ville, de biodiversité. Enfin, est-ce que vous aviez des cas d'application? Oui, alors j'ai pas de cas d'application qui me viennent à l'idée, mais je sais qu'il y a pas mal de gens qui s'y intéressent maintenant. Et donc il y a des programmes de suivi. Alors il y a depuis déjà pas mal de temps maintenant, il y a des programmes de suivi du bruit en ville, mais avec le suivi de la biodiversité en ville par l'acoustique, c'est quelque chose qui commence de se développer. Et ça me paraît tout à fait approprié. On pourrait vraiment suivre une dynamique de tel ou tel type d'aménagement, par exemple, sur l'ambiance sonore, en incluant l'aspect biodiversité acoustique et donc biodiversité. Ça me paraît même une excellente chose. C'est en train, je pense que ça va se développer. De toute façon, l'éco-acoustique, là, c'est suivi par l'acoustique de la nature, on va dire, c'est exponentiel. C'est-à-dire les fabricants d'enregistreurs n'arrivent pas à suivre, tellement la demande est forte. Donc c'est exponentiel, tout le monde veut en faire de partout. Après, les gens se cassent les dents sur le traitement. Et parce que c'est tellement facile d'enregistrer, alors peut-être pas à 2500 mètres d'altitude, là c'est un peu compliqué, mais enfin, la plupart du temps c'est facile, on pose un enregistreur, on le met en route, on le programme. Ah bah tiens, oui, on a la possibilité de le faire enregistrer 24/24, 7 sur 7, faisons-le, avec depuis 0 jusqu'à 100 000 Hz, c'est possible, faisons-le. Et après, je veux dire, on se retrouve à la tête Big data, terrain. Voilà. Et donc maintenant, les gens réfléchissent, je vois à l'OFB, là, ils réfléchissent pas mal sur les politiques d'échantillonnage, les stratégies d'échantillonnage. Dire, c'est peut-être pas la peine d'enregistrer 24 heures sur 24. Peut-être qu'une minute toutes les heures suffisent, etc., pour limiter. Et puis après, derrière, il faut traiter. Nous, dans mon équipe, on est en train de développer une plateforme d'analyse. Je vous ai montré quelques images qui en sortent, justement faire du big data. Il faut des machines puissantes, parce que c'est pas le tout de construire les algorithmes. Derrière, il faut que ça suive. C'est quand même compliqué.